Rebonjour à tous, nous allons donc démarrer notre première table ronde. Comment protéger sans nuire, avec Corinne Pelluchon, qui était prévue un peu plus tard, donc j'en profite pour lui dire que c'est elle qui va passer en premier, pour une petite raison technique. Et puis pour introduire ce premier sujet, eh bien, à nouveau le philosophe Roger Paul Droit, qui va nous présenter cette thématique avec le talent qui est le sien. Merci Claire Chartier, bonjour à tous. La crise faite par la pandémie a confronté les établissements accueillant des personnes âgées à des dilemmes brutaux. En effet, les mesures sanitaires drastiques qui ont été imposées pour tenter d'endiguer la propagation du virus se sont révélées à la fois légitimes pour protéger les personnes les plus faibles et particulièrement nuisibles pour ces mêmes personnes souffrant déjà d'isolement, d'état dépressif et de polypathologie. Pour protéger, certes, on a donc nui. On a nui à des personnes âgées qui n'ont pas compris pourquoi elles étaient soudainement assignées à résidence dans leur chambre, sans repas commun, sans activité collective. On a nui à des personnes qui sont mortes par milliers de la Covid, parfois dans des circonstances physiquement très douloureuses, sans pouvoir parler à leurs proches, sans les toucher, sans la présence des leurs. On a nui aussi aux familles, qui souvent n'ont pu rendre visite à leurs proches, n'ont pu se recueillir auprès des corps ou n'ont pu accompagner les enterrements. On a nui aussi, il ne faut pas l'oublier, au personnel soignant, qui s'est senti coupable d'être vecteur du virus, qui s'est senti impuissant, confronté à des situations parfois très dures, tout en étant désarmé ou mal armé. Cette situation a laissé à tous des questions en suspens que nous allons aborder, que nous ne pourrons pas résoudre en 1 heure ni en 1 jour, mais qu'il faut approfondir d'urgence. Je crois que ces questions, qui vont maintenant apparaître en détail dans les témoignages, dans les analyses de cette première table ronde, s'organisent autour de 2 séries d'interrogations principales. La première série pourrait se formuler ainsi dans « On a nui » pour protéger, qui exactement désigne le « on ». On a nui. Est-ce le virus? Est-ce les pouvoirs publics? Est-ce le système de santé? Est-ce l'interaction entre l'urgence sanitaire, les différents acteurs du système, les partis pris de notre société? Et bien évidemment, le regard que l'on portera sur cette crise sera très différent selon la réponse que l'on apporte à cette question qui est on. La deuxième série de questions, qui peut évidemment se combiner à la première, est quels seront à l'avenir les arbitrages à opérer entre cette protection nécessaire et ses effets indésirables. Là, se manifestent des tensions qui sont bien connues de tous ceux qui se préoccupent d'éthique entre sécurité et liberté, entre respect de l'autonomie et accompagnement de la dépendance. Tout serait simple, trop simple et irréel si ces impératifs ne se contredisaient jamais. Or, très souvent, évidemment, ils entrent en conflit et il faut arbitrer, donc réfléchir. Voilà, me semble-t-il, quel est l'arrière-plan de nos premiers débats. Et je laisse à présent Claire Chartier les conduire en présentant les intervenants. Merci Roger Paul. C'est parce que la Covid cible majoritairement les personnes âgées qu'il faut réfléchir, aujourd'hui encore plus qu'hier, sur la meilleure manière de les protéger sans les exclure de la société, sans les rendre invisibles. Et pour en parler, qui mieux que Corinne Pelluchon, philosophe de la vulnérabilité, qui travaille aussi notamment sur la question animale. Vous avez enseigné, Corinne Pelluchon, l'éthique médicale aux États-Unis. Et vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le dernier, le très beau « Réparons le monde », qui est paru aux éditions Rivage cette année. Votre réflexion s'inscrit dans le prolongement du philosophe Emmanuel Lévinas, pour qui l'autre, avec un grand A, occupait une place centrale dans notre rapport au monde. Je vous laisse la parole, Corinne Pelluchon, pour initier cette table ronde. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Alors, tout en reconnaissant le bien fondé des mesures visant à protéger contre le virus, souvent mortel chez les personnes âgées, il importe en effet de prendre en compte l'impact de ces mesures sur leur vie psychique
émotionnelle, surtout que ces personnes sont déjà coupées de la société, parfois enfermées en elles-mêmes en raison de déficits cognitifs. Donc, comment protéger une personne sans la faire taire, sans la faire disparaître? C'est à cette question que je vais tâcher de répondre en partie, en montrant qu'une démarche thérapeutique centrée sur la vulnérabilité des personnes vivant en EHPAD exige paradoxalement de reconfigurer l'autonomie dans le contexte très particulier qui est déterminé par l'évaluation des déficits, mais aussi des compétences et des capacités restantes des résidents. Donc, dans une première partie, je parlerai de cette manière de penser ce que peut être l'autonomie d'une personne en situation de dépendance extrême et souffrant de déficits cognitifs notamment. Dans une deuxième partie, il sera question de quelques pistes concrètes permettant de compenser la perte des capacités, de s'appuyer sur les capacités restantes des personnes, mais j'insisterai surtout sur ce que cette approche thérapeutique, centrée sur l'accompagnement des patients et consistant à soutenir la part d'autonomie qui peut leur rester, eh bien, ce qu'elle implique, ce qu'elle requiert, cette démarche de la part des soignants en termes de compétences morales et d'aptitude, y compris de l'aptitude à prendre des risques calculés et à tenir cet équilibre si difficile dont Roger Paul Droit a parlé entre la liberté et la sécurité. Quelle autonomie maintenant du côté des soignants est requise et peut-être quels sont ces obstacles. Alors, première partie, je vais définir ou revenir sur deux catégories centrales. Ce sera un peu général, mais ça peut poser des repères. La première catégorie, c'est celle d'autonomie qui a été repensée dans les années 1990 par une jeune philosophe américaine qui a fait un article majeur dont le titre s'appelle « Respecter les marges de l'agentivité, les patients d'Alzheimer et leur capacité à valoriser ». Et en effet, l'autonomie est une double capacité. C'est la capacité à avoir des désirs et des valeurs, les valeurs étant liées à l'estime qu'une personne peut éprouver à la réalisation de certaines activités. Et cette capacité à avoir des désirs et des valeurs, elle n'est pas affectée par l'ensemble des déficits dont souffrent les malades, surtout au début, mais aussi au stade intermédiaire de la maladie d'Alzheimer. Bien sûr, il faut aller les chercher. Bien sûr, il faut les prioriser. Parfois, ces personnes sont heureuses de voir leurs petits-enfants, mais elles ne veulent plus se laver. Et ce qui, au contraire, est affecté par les déficits, c'est la deuxième capacité décrite par l'autonomie, à savoir la capacité à traduire dans les actes ses désirs et ses valeurs et à s'exprimer de manière à être comprise par tous. Donc, du coup, cette manière de reconfigurer l'autonomie et de penser le cœur vibrant, la manière dont les individus ont des désirs, même si cela n'émerge pas facilement, il faut aller les chercher, et bien ainsi souligne que justement, au lieu d'avoir d'un côté une autonomie introuvable dans ce contexte qui serait défini par l'autodétermination, et de l'autre côté, de simplement combler la vacance d'une personne qui ne parle pas, on va essayer de définir une approche thérapeutique où il s'agit, avec attention, d'aller chercher la personne là où elle est, et non là où on voudrait qu'elle soit. Il est clair qu'on n'est pas dans une autonomie simplement fonctionnelle, se débrouiller pour marcher, être capable de remplir telle ou telle tâche tout seul. On n'est pas non plus dans le cas des patients souffrant de déficits cognitifs majeurs, on n'est pas dans l'autonomie morale définie par l'attestation, la mémoire de ces valeurs. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont des maladies de l'ipséité, ce qui fait l'identité narrative d'une personne, qui explique le maintien de soi au fil du temps et compromis. Ce sont des malades qui ont une identité, mais le jeu ne met plus d'ordre dans sa vie et la souffrance est liée à cette incapacité à dire sa vie dans un récit, mais évidemment, elle peut être soutenue, cette autonomie comme désir et valeur, et c'est le travail d'accompagnement. J'en dirai juste quelques mots car il est exigeant en termes de compétences morales et d'attitude de la part des soignants. Dernière notion de cette partie, la notion de capacité qui est très importante car c'est pas seulement des capacités. Quand on parle de capacité, après Martha Nussbaum en partie, une philosophe américaine qui a travaillé à Chicago, qui a fait des travaux tout à fait intéressants sur le handicap, eh bien, il s'agit de prendre la personne dans ce qu'elle peut faire à un moment donné.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que souvent, en raison des handicaps, en raison des déficits, notamment cognitifs dont souffrent les personnes, elles sont privées du droit d'accès à certaines dimensions de l'existence qui donnent sens et une saveur à cette existence, qui fait qu'on ne survit pas seulement, mais on existe. Et parmi la liste des capacités que décrit Martha Nussbaum, qui redonne un contenu à la notion de dignité, une vie qui n'est pas diminuée, mais qui est digne d'être vécue, eh bien, il y a le rapport aux animaux, il y a l'esthétique, il y a le jeu, J-E-U, les liens sociaux qui font une entrée remarquée. Et ça veut dire que, si vous voulez, on n'est pas seulement dans l'armature classique des droits de l'homme, mais les structures d'accueil, évidemment, ne vont pas faire en sorte que tous les résidents soient capables de devenir danseurs étoiles ou d'accomplir des réalisations importantes, mais il faut égaliser les capacités, c'est-à-dire donner aux personnes, d'une certaine manière, un peu l'accès à ces dimensions de l'existence qui, quand elles sont trop frustrées, font que non seulement la personne, eh bien, s'enferme en elle-même, ne vit plus, ne respire plus, mais aussi c'est une question d'injustice et pas seulement de malheur personnel. Donc ça pointe là aussi tout ce qui est exigeant en termes d'imagination afin de procurer à ces personnes qui, justement, dont plusieurs capacités sont un petit peu réduites, mais je le dirais tout à l'heure, pas toujours tout en même temps, eh bien c'est une manière de voir comment on peut compenser ces incapacités et surtout faire en sorte qu'elles ne soient pas enfermées en elles-mêmes. Surtout, comme je disais, que la perte de la fonction du langage, eh bien, fait qu'il y a une incapacité de dire qui, sa vie, de mettre de l'ordre qui est très liée à qui est une manière qui souligne la souffrance. Alors, pour clore cette première partie, il n'y en aura que deux, eh bien, on voit que les notions cardinales de l'éthique ici, autonomie, vulnérabilité, responsabilité, sont articulées les unes aux autres. L'autonomie reconfigurée à la lumière de la vulnérabilité n'est pas seulement autodétermination, mais elle a cette double capacité, donc elle a quand même un sens pour ces personnes, et la vulnérabilité n'est pas simple passivité, car on peut s'appuyer sur les promesses de vie demeurées intactes malgré l'ensemble des déficits, et le prendre soin ne décrit pas la totalité du rapport au monde d'une personne, fût-elle dépendante ou dans une situation dépendante. Enfin, la responsabilité, eh bien, est fondamentale, car la dignité du malade n'est pas relative à ce que je vois ou c'est de lui, eh bien, n'empêche que si sa dignité n'est pas relative à mon point de vue, son sentiment de valoir, d'être parmi nous, parmi les humains, eh bien, lui, le sentiment de dignité est très dépendant de la manière dont on l'accueille ou pas. Et les personnes qui n'ont pas la capacité linguistique, ou comme nous, en tout cas pas la même, ou qui souffrent de déficit cognitif, eh bien, ressentent au niveau du sentir, du pathique, dans sa dimension infraverbale, ils sentent énormément la manière dont on les accueille ou pas. Alors, deuxième partie, comment accompagner une personne en situation de dépendance? Quelles pistes concrètes, puis quels traits moraux, quels efforts faut-il faire sur soi-même pour arriver justement à trouver un chemin entre liberté et sécurité et à ne pas surprotéger au risque de surconfiner, d'enfermer quelqu'un. Alors, en période de Covid, on est tous masqués, hein, mais il est possible de rencontrer l'autre même avec un masque, et la continuité des soins est essentielle, y compris donc dans l'accompagnement des personnes, des résidents des EHPAD. Et je me rappelle que quand il y avait eu le virus d'Ebola, certains soignants, certaines infirmières avaient choisi de mettre une photographie d'elles-mêmes donc sur leur blouse alors qu'elles avaient un masque et parfois étaient en tenue de cosmonaute, pour justement que la photographie atteste l'identité et permette aux malades d'avoir une continuité des soins. En tout cas, il est clair que quelles que soient les contraintes, et celles qui ont été imposées avec le Covid étaient énormes, la ruse, l'inventivité, l'imagination sont essentielles, et j'ajouterai l'humour, lequel repose sur des fonctions cérébrales associatives et émotionnelles. Et l'humour, vous le savez, comme le sens esthétique, ne disparaît pas.
hein, chez les malades d'Alzheimer, en tout cas au stade intermédiaire, mais même final, hein, où les malades d'Alzheimer parfois rient de leur propre manière de dire les choses, hein, de cette manière qu'ont les mots de tomber à côté. Donc ça, c'est très important, ça fait partie des choses qui donnent de la respiration. Et dans le cas d'accompagnement des malades d'Alzheimer, la grande question, c'est comment faire pour que le résident ne sente pas sa vie comme une cage, comme un enfermement en soi, et qu'il respire. Comment aller chercher là où il est, définition de l'accompagnement, tout en sachant que la capacité d'eux, eh bien, ces capacités n'est jamais globale et concernent toujours une fonction, un choix donné dans une situation. Un malade d'Alzheimer ne perd pas toutes ses capacités cognitives, verbales, physiques, sociales, tout le temps et en même temps, et c'est variable d'une personne à l'autre et d'un moment à l'autre. Donc le soignant, il a pour rôle d'allumer ces capacités, parfois dormantes, parfois inactives, parfois inactivées, et à des rythmes parfois souvent imprévisibles. Donc les capacités multiples qui peuvent être mobilisées ne sont pas allumées ni activables au même moment. Donc ça suppose une qualité de présence de la part des soignants qui est fondamentale. Et je finirai donc là-dessus, c'est-à-dire que l'éthique n'est pas l'application de principes, mais suppose un jugement prudentiel, c'est-à-dire la saisie de la vérité dans la praxis, le discernement permettant d'évaluer une situation unique, souvent imprévisible, et d'y répondre de manière proportionnée. Or, cet art de la mesure, cette capacité-là, eh bien, suppose certes de l'attention, suppose d'avoir suffisamment confiance en son jugement et en soi pour arriver à trouver une activité correspondant à la personne, mais ça suppose, et je finirai par ça, de la liberté intérieure, et qui peut être compromise quand l'organisation des soins fait que les personnes n'éprouvent plus tellement d'estime d'elles-mêmes et s'habituent à trahir leur sens moral. Je termine par cette idée de l'attestation morale chez Ricoeur, qui est une autre manière de penser l'autonomie, et Ricoeur souligne le lien entre le mot allemand Bezeugung, attestation, Zeugnis, témoignage, et Überzeugung, les valeurs dont je porte garante. Sans doute cette crise est-elle l'occasion pour les soignants de dire ce à quoi ils tiennent, et quand il y a des conflits, des dilemmes moraux, des conflits entre des principes également importants, liberté, sécurité, le seul recours, c'est la visée de la vie bonne, disait Ricoeur, c'est-à-dire ce à quoi je tiens et l'exercice de mon jugement. Et ça, et j'avais préparé, mais j'ai pas le temps parce que je pensais qu'on avait 15 minutes, on en a 12, j'avais préparé une liste de questions que les soignants sont peut-être invités à se poser eux-mêmes et en groupe afin que justement, devant les contraintes et les protocoles, ils arrivent quand même à prendre des décisions, à les ajuster, à prendre le temps de revenir sur ces décisions afin qu'ils ne soient pas pris aussi au piège par justement un ensemble de normes qui ne correspondraient pas à leur attestation morale et les conduiraient peu à peu, non pas à glisser dans le syndrome, dans le syndrome de glissement comme les patients, mais à glisser justement dans une sorte d'indifférence qui est souvent qui conduit souvent à la maltraitance, ou du moins à ne même plus voir qu'on maltraite. Voilà, je vous remercie. Merci Corinne Pelluchon pour cette exposition et cette réflexion très, très dense. J'ai retenu une phrase qui me semble bien résumer l'enjeu. On ne survit pas seulement, on existe. Et c'est une question que je soumets à tous les philosophes de cette journée et aux autres intervenants. Et puis, vous êtes revenu sur une idée, une notion dont on parle beaucoup ces derniers temps, celle de capacité. Alors peut-être faudrait-il trouver un autre mot plus français. Ça, je vous suggère la chose, mais qui revient à prendre la personne dans ce qu'elle peut faire à un moment donné. Je trouve que c'est effectivement une clé de notre réflexion. On se tourne maintenant vers un autre philosophe, Pierre-Henri Tavoyot, président du Collège de philosophie, qui est connu pour ses approfondissements très éclairants sur des âges de la vie dans l'époque contemporaine. Alors, on vous a entendu ces derniers mois plus sur des questions politiques, puisque vous avez publié un ouvrage passionnant dont nous avions rendu compte dans l'Express l'an dernier, « Comment gouverner un peuple roi » aux éditions Odile Jacob. Vous allez nous parler aujourd'hui de la nécessité sur la question du grand âge de garder en tête deux impératifs aussi importants l'un que l'autre, la santé bien sûr, mais aussi les liens des personnes avec ceux et celles qui leur sont chers. C'est à vous, Pierre-Henri.
tient d'une question qu'on peut trouver autour de nous et qu'on pose souvent, la question du bien vieillir. Vous savez, les questions qu'on pose souvent, et quand on la pose autour de nous, en général, on a toujours cette réponse, bien vieillir, c'est rester jeune, alors rester jeune dans la tête, et rester en bonne santé. Alors, c'est une réponse qui paraît au départ tout à fait juste, et même d'ailleurs qui a une dimension de réalité, puisque incontestablement, aujourd'hui, on vieillit mieux, plus confortablement, plus durablement, mais en même temps, quand on y réfléchit un peu, cette réponse, bien vieillir, c'est rester jeune et rester en bonne santé, c'est une anomalie, parce que quand on vieillit, d'une certaine façon, on ne reste pas jeune, et bien souvent, on ne reste pas en bonne santé. Donc j'opposerai à cette réponse souvent apportée à cette question une autre perspective qui consisterait à dire que bien vieillir, c'est au fond rester adulte et rester en lien. Et c'est ces deux dimensions que l'on souhaite préserver le plus possible, c'est-à-dire rester adulte, rester autant que possible, le plus possible, maître de son destin. Et rester en lien, c'est autant que faire se peut, rester en relation, non seulement avec les autres, mais aussi avec le monde. Ces deux dimensions me paraissent très importantes, et elle donne une sorte de ligne directrice pour ce qui peut être effectivement la manière de concilier la protection et l'absence de nuisance qui correspond à la thématique que l'on pose aujourd'hui ce matin. Alors, pour essayer d'aborder cette question, il faut un préalable. Le préalable, c'est d'arriver à définir ce qu'est un adulte, ce qui est une gigantesque question, parce que nous avons un peu le sentiment aujourd'hui que cet âge de adulte est un peu, comment dire, oublié. C'est-à-dire, on parle beaucoup de l'enfance, on parle beaucoup de la jeunesse, on parle énormément de la vieillesse, donc qui sont des âges considérablement investis par la réflexion. On parle un petit peu moins de l'adulte, et c'est très intéressant d'en parler un peu moins, parce que c'est un âge qui, du point de vue des changements sociétaux aujourd'hui, semble à la fois grignoté par une adolescence interminable, et de l'autre côté, semble aussi grignoté par une vieillesse qui a pris des formes extrêmement diversifiées et extrêmement changeantes. J'ajoute en plus que c'est un âge qui a perdu l'espèce de certitude qu'il avait. Je cite cette phrase de Léon Bourgeois, souvent, qui définissait à la fin du XIXe siècle, Léon Bourgeois, un grand républicain, l'âge adulte comme le moment où on est père de famille, soldat et citoyen. Alors vous voyez immédiatement qu'il manque quelqu'un dans ce portrait de l'âge adulte, à l'âge où on était, l'âge adulte était sûr de lui, il manque évidemment la femme, et c'est un des grands mouvements sociaux de ces dernières années que de voir que l'adulte, eh bien, il y a, si je puis dire, 2 fois plus d'adultes dans la société aujourd'hui qu'hier, puisque la femme est devenue un adulte comme un autre. C'est un changement tout à fait capital. Ce changement capital, c'est aussi payé d'une certaine indétermination. On ne sait plus très bien ce qu'est un adulte. On ne sait plus très bien, et même pour nous d'ailleurs, on voit peut-être bien à quel moment on est devenu adulte. Posons la question dans notre entourage, mais on a toujours le sentiment de ne pas l'être complètement. Moi-même, si je puis dire, je me sens, j'arrive à faire illusion. On me présente professeur à la Sorbonne, tout ça, tout va bien, mais en fait, je sais ce qui me manque. Et je suis, comme vous tous, animé par le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire j'arrive à faire illusion auprès de mon entourage, mes collaborateurs et mes enfants, mais au fond de moi, je sais tout ce qu'il me manque pour être un vrai adulte de plein exercice. Et en y réfléchissant un peu, je me dis, finalement, est-ce que c'est pas ça, être adulte? Avoir la conscience de ne pas l'être complètement. Et si on essaie de creuser cette définition, avec l'idée toujours de se dire, bien vieillir, c'est rester adulte le plus longtemps possible, et peut-être jusqu'au bout, qu'est-ce qui définit, au fond, cet âge adulte? Si on faisait petite enquête et un petit travail d'élaboration collective ensemble, je crois qu'on arriverait assez vite à se mettre d'accord sur 3 mots clés. Corinne Pelluchon vient d'en expliciter de manière très approfondie l'un d'entre eux, qui sont les suivants. Être adulte, c'est probablement avoir de l'expérience, être responsable et être autonome. Simplement, ces 3 mots qui dessinent une sorte de petit projet de sagesse, parce que l'expérience, c'est le rapport au monde, la responsabilité, c'est le rapport aux autres, et l'autonomie, c'est le rapport à soi.
Eh bien, ces trois petits mots sont en vérité extrêmement profonds, extrêmement compliqués. L'expérience, c'est pas le fait d'avoir tout vu, tout fait. Celui qui dit qu'il a tout vu, tout fait, c'est en général plutôt le jeune, hein, qui, quand on veut lui donner des conseils, dit non, 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 je sais. Non. Être adulte, c'est pas avoir tout vu, tout fait, c'est avoir suffisamment expérimenté pour être capable de faire face à ce qu'on n'a pas expérimenté. C'est-à-dire avoir identifié le défaut, le manque, la dureté un peu de l'existence. C'est ça l'expérience. Qualité éminemment adulte, qui montre qu'on arrive à se débrouiller et à bricoler dans le monde sans avoir, tout en ayant renoncé à l'idée de toute puissance. La responsabilité, c'est pas simplement la responsabilité de ses actes. J'allais dire, l'enfant sait très bien ce que c'est que la responsabilité de ses actes, parce que quand il fait une bêtise, en général, il va se cacher. Il comprend très bien le concept. Responsabilité de l'adulte, c'est la responsabilité pour, comme dit Lévinas et quelques autres, pour autrui. C'est-à-dire le moment où on se dit, dans mon passage à l'âge adulte personnel, il y a des gens qui ont compté pour moi, qui m'ont mis le pied à l'étrier alors que j'étais un jeune, insolent, prétendant tout savoir, voilà, un petit peu prétentieux, voilà, un petit con, hein, vous voyez, si c'est la catégorie philosophique qui désigne cet âge-là. Et bien malgré ça, il y a des gens qui m'ont fait confiance. Eh bien, être adulte, c'est le moment où on se dit c'est mon tour de le faire. Voilà, c'est à moi de le faire. Et moment éminemment important où je deviens responsable pour autrui. Et puis l'autonomie, alors je ne vais pas développer, Corinne l'a fait parfaitement, l'autonomie c'est le moment où, si je puis dire, après s'être réconcilié un tout petit peu avec le monde par l'expérience, un tout petit peu avec les autres par la responsabilité, on arrive à se réconcilier avec soi, avec ses valeurs, ses désirs, dont Corinne a si bien parlé, je ne vais pas développer davantage. Voilà le portrait de l'âge adulte. Mais vous voyez que c'est un portrait qui n'est pas un portrait figé, parce que ces trois dimensions sont des puits sans fond. On n'est jamais totalement expérimenté, jamais totalement responsable et jamais totalement autonome. Il y a à chaque fois des failles, des doutes. L'âge adulte est devenu un horizon, avec cette caractéristique de l'horizon que plus on s'en rapproche, plus il s'éloigne. Qu'est-ce que ça nous apporte sur la question du traitement et de l'éthique du grand âge? Deux remarques. D'abord, pour soigner, il faut qu'on se sente adulte. Non pas encore une fois droit dans ses bottes et tout puissant, prétendant tout savoir, mais adulte avec la conscience de ses failles. Première dimension. Deuxième dimension, il faut voir en l'autre l'adulte. Et je termine avec un petit détour à travers une question philosophique assez bête, comme souvent, mais en vérité très complexe, qui me fait un deuxième détour pour parler du grand âge, le détour par l'enfance. C'est la question qui se pose: à qui appartiennent les enfants? Question idiote, parce qu'il y a deux traditions qui s'affrontent. Les enfants appartiennent, disons, au clan, à la famille, aux parents, c'est ceux qui l'ont fait. Alors ça va nous choquer, parce qu'on se dit, mais non, ce n'est pas respecter les enfants que de considérer que les enfants appartiennent à ceux qui les ont conçus. On va dire à l'inverse, aujourd'hui, les enfants s'appartiennent à eux-mêmes, ce sont des personnes à part entière. Avec cette difficulté qu'un enfant qui s'appartient à lui-même, c'est potentiellement un enfant abandonné, à l'écart desquels les adultes ont renoncé à toute forme de responsabilité. La vraie réponse à cette question, me semble-t-il, c'est qu'un enfant appartient à l'adulte qu'il sera plus tard. L'enfant appartient à l'adulte qu'il sera plus tard, et la tâche de l'éducateur, du parent, du professeur, du maître, c'est de se mettre à la place de cet adulte que l'enfant sera plus tard. Il s'imitera pas bien, mal probablement, avec beaucoup de failles, avec beaucoup d'erreurs, mais il doit garder en ligne de mire le fait qu'il incarne aujourd'hui que l'enfant, l'adulte que l'enfant sera demain. Appliquons cette maxime éducative à la grande vieillesse. Le sentiment très douloureux de la grande vieillesse, c'est de voir que tout ce qu'on a fait pour se fabriquer comme adulte, gagner en expérience, gagner en responsabilité, gagner en autonomie, tout ça est en train de se détricoter. Le rapport au monde se dissout. Le rapport aux autres devient problématique. Le rapport à soi devient incertain. C'est très douloureux quand on le vit, c'est aussi très douloureux quand on... La maxime de l'entourage, c'est de se dire l'adulte, la personne âgée, même très âgée,
même dans une position de très grande vulnérabilité, de très grande perte de cette adultité d'apparence, doit avoir en ligne de mire l'adulte qu'il a été. Respecter l'adulte qu'il a été. Avoir comme vision, comme ligne de mire, de faire en sorte de toujours se comporter avec la personne en pensant à l'adulte qu'il ne semble plus être, mais qu'il est fondamentalement toujours. Ce qui me permet de conclure avec cette idée que cette tâche est, si je puis dire, beaucoup plus impressionnante que la tâche éducative. La tâche éducative, c'est la construction de l'adulte. On pourrait dire, il y a des promesses de l'aube, comme dit Romain Gary. C'est-à-dire qu'on participe à quelque chose qui se construit. L'horizon peut être exaltant. C'est, je crois, encore plus impressionnant et encore plus exaltant que de considérer qu'effectivement, il faut préserver, éviter la disparition de cet adulte qui semble effectivement se détricoter encore une fois. La tâche me semble encore plus grandiose et on a ici un point test d'une société qui est digne d'elle-même, une société qui considère que l'adulte, c'est la vie collective et que c'est ça qui doit être respecté. Donc, protéger sans nuire. Protéger sans nuire, c'est précisément faire en sorte que nous soyons dans tous les établissements entre adultes consentants. Pardon de cette blague un peu mauvaise. Adultes consentants, encore une fois, sans défendre un idéal de l'adulte tout-puissant, droit dans ses bottes, omniscient. L'adulte qui a conscience de ses failles et qui, grâce à la conscience de ses failles, parvient à entrer en relation avec les autres. C'est ça qui nous a manqué dans cette crise où effectivement la tentation de l'infantilisation, la tentation d'une protection excessive, la tentation aussi peut-être de faire en sorte dans notre univers désenchanté que l'impératif de la santé prenne le pas sur l'impératif de l'humanité. Ce point doit être pour l'avenir le point de vigilance. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre-Henri pour cette mise en perspective existentielle qui nous ouvre effectivement beaucoup d'horizons. Je retiendrai une idée forte, c'est que pour bien soigner, il faut à la fois connaître ses failles, et ça je pense que c'est vrai dans plein de domaines du soin, et puis aussi voir en l'autre un adulte et surtout celui qu'il a été. Je pense qu'en effet, c'est une remarque très fine et qui renvoie aussi au rôle fondamental des soignants. Et vraiment qui le résume très bien. J'en profite pour inviter nos internautes à poser leurs questions sur le site, puisque nous aurons un temps de débat à la fin de cette table ronde avec nos intervenants. Et je vais passer maintenant la parole à une directrice d'un EHPAD, Linda Gaillard-Tersin, qui donc va nous parler de son expérience de terrain. Ça va faire un utile contrepoint peut-être à la démarche philosophique que nous avons eue pour commencer cette table ronde. Donc c'est à vous, Linda, je vous en prie. Voilà. C'est parti, excusez-moi. Pour ma première participation avec vous à ces estivales de Partage des Vies, eh bien, j'ai choisi de parler au travers d'une lettre. Une lettre que je m'autorise à adresser, à ma place de dire à tout personne âgée, fragile ou dépendante, à tous les établissements qui les accueillent, bien sûr, à tous les personnels qui les accompagnent et à tous les proches qui les aiment. Cette lettre, forcément, aujourd'hui, a pour objectif de répondre à la question « Je protège donc je nuis ?» Alors d'abord, bonjour chers résidents, chères familles et proches et chers collègues. À la suite de cette phase aiguë de la crise Covid, quand il m'a été proposé d'en dire quelque chose, j'ai tout de suite pensé que cela me permettrait de prendre un peu de distance. Pas de la distance sociale, pas de la distance physique, on l'avait déjà beaucoup trop fait, mais de la distance qui fait du bien. De la distance qui permet de relativiser les choses, pour trouver de nouvelles perspectives et prendre une nouvelle impulsion. Je vous propose donc de vous parler assez simplement de mon expérience de directrice d'EHPAD. Durant cette période singulière et complexe,
ayant amené la mise en œuvre de mesures particulièrement contraignantes pour les résidents, évidemment, au sein des établissements comme celui que je dirige. Peut-être que ce partage d'expérience permettra d'avancer ensemble sur l'épineuse question « Je protège donc je nuis ». Les mesures en question, vous les connaissez trop bien déjà, l'interdiction des visites, le confinement en chambre, la distanciation physique, sociale, le port du masque selon les situations, et puis l'impossibilité de sortir, en tout cas en dehors du jardin de l'établissement. Ces mesures, elles ont marqué un changement absolument radical de vie. Un changement pour les résidents, bien sûr, pour les familles et les proches, et pour l'ensemble des équipes au sein des établissements. Ces restrictions nous ont rapidement amenés à craindre évidemment des effets délétères pour les résidents. Et ainsi, tous, directeurs, médecins coordonnateurs, infirmiers, personnel soignant et accompagnant, nous avons observé attentivement, dès les premiers jours, l'évolution des résidents, leur comportement, leur humeur, leur poids. Nous avons comptabilisé les chutes, plus nombreuses, les moments de découragement et les larmes. Bien sûr, on avait parfaitement compris qu'étant donné le niveau de létalité très important du virus chez les personnes âgées fragiles, il convenait de protéger les résidents. Nous devions par tout moyen empêcher l'entrée du virus. Par tout moyen, vraiment. La restriction des conditions d'existence, surtout quand ces conditions sont déjà limitées par les fragilités liées à l'âge, le handicap, les déficiences ou la maladie, nous est apparue contraire aux valeurs qui habituellement guident nos actions. Nous avons pourtant très vite pris des initiatives originales, innovantes. Ainsi, dès l'interdiction des visites, nous avons mis en œuvre des rendez-vous avec les proches, grâce à des tablettes, des outils de communication qui ont permis de nombreuses rencontres virtuelles. Nous avons proposé des activités individuelles en chambre. Tous les professionnels ont cessé leur activité habituelle pour se rendre disponibles auprès des résidents confinés. Nous avons fait circuler chaque semaine, parfois plus, des chariots gourmands dans les couloirs pour servir à chaque résident sur le pas de sa porte des cocktails, des yaourts gourmands, des crêpes. Nous avons même organisé des mini-concerts autour de l'établissement afin que les résidents puissent en profiter depuis leurs fenêtres. On a même fait des représentations dansées, de cette même façon bien sûr. La distance oblige. Les résidents ont beaucoup ri évidemment en voyant des soignants transformés pour l'occasion en danseurs. Et pourtant, malgré cette créativité des établissements, de l'ensemble des professionnels, nous avons observé les effets délétères de cette restriction de visite, de cette restriction de mouvement et de sortie. On a souvent alors cherché à se rassurer sur le bien fondé de ces démarches, en se référant à la balance bénéfice-risque, bien connue de nos milieux de soins et puis de la réflexion médicale. Toutefois, l'équilibre de cette balance est resté souvent bien précaire au regard de nos constats auprès des résidents. Syndrome psychique pour certains, perte musculaire, perte d'appétit ou refus de nutrition et assez souvent perte d'envie. Ensuite, après le choc passé de cette situation nouvelle, est venu le temps de la culpabilité. Culpabilité des équipes qui ont souvent dit nous on rentre chez nous, nous on peut voir notre famille le soir à la maison. En plus, maintenant, c'est nous, il n'y a que nous qui pourrons faire rentrer le virus. Alors, on a commencé à prendre un peu de temps. On a pris du temps pour se parler, pour réfléchir, évidemment, en équipe, à la meilleure façon de mettre en œuvre ces consignes qui nous parvenaient tous les jours. On a en plus, peu à peu, pris conscience que ces mesures de restriction, elles allaient durer. Non, ces mesures n'étaient pas l'affaire de quelques jours, ni de quelques semaines. Ces mesures devaient durer et les résidents les enduraient. La question qui revenait sans cesse, c'était combien de temps, à quel prix? En rencontrant les résidents chaque jour, l'un d'eux m'a dit, par exemple, au bout de quelques semaines, on ne ressortira plus jamais maintenant, c'est foutu. Un autre m'a dit, avec plutôt de la colère dans la voix, je m'en fous de ce virus, il m'emmerde ce virus. Tout ce que je veux, moi, c'est aller au restaurant. Et pour d'autres, l'impact de cet isolement a amené des décompensations inattendues. Une résidente qui n'avait jusque-là jamais présenté ce type de trouble
nous a dit, en regardant sur le mur de sa chambre la photo de ses parents en Algérie, qu'il l'avait abandonnée ici et qu'il fallait absolument qu'elle parte pour les retrouver. Or, ses parents sont décédés depuis plusieurs années. Pour d'autres, enfin, le confinement les a privés de revoir un père, une mère dans la maison familiale. Pour vous permettre de bien comprendre la suite, il est important que je vous précise que l'établissement que je dirige accueille des personnes en situation de handicap vieillissantes. Dans cet exemple, donc, il s'agit d'une dame qui a 68 ans, rentrée tous les week-ends au domicile parental. Elle a dû suivre à distance l'AVC de son père, son hospitalisation dans un état critique en réanimation, sa convalescence en soins intensifs et finalement son entrée en EHPAD avec sa mère, qui elle-même présentait une démence de type Alzheimer depuis plusieurs années. Au-delà donc des pertes physiques, cognitives, des troubles induits par l'isolement, ce sont des moments de vie que le confinement a enlevés aux résidents. Ce sont des sourires, des rires partagés avec leur famille et leurs proches. Si on reparle de cette fameuse balance qui souvent nous guide dans les choix, il est probable que pour beaucoup de résidents, la balance bénéfice-risque a été plutôt du côté du risque. Notre pratique en EHPAD, période de pandémie ou non, s'est toujours appuyée sur l'art difficile de concilier nécessaire protection des résidents et liberté de choix. Or, durant cette crise du Covid, les établissements ont vu se superposer des consignes, des protocoles, des mémentos, chacun venant limiter peu à peu et annuler finalement certaines des libertés des résidents. De plus, quelle difficulté en tant que directeur ou équipe tout entière de s'y retrouver au milieu d'ordre contre ordre. En effet, à plusieurs reprises, les annonces télévisées du ministère se sont vues restreintes ou même annulées parfois par l'ARS, l'Agence régionale de santé locale, ou par la Direction générale de la santé. Les consignes ont même parfois été différentes entre les ARS. Nous avons donc dû faire au mieux pour s'adapter quasi quotidiennement aux contradictions et superpositions de consignes, avec parfois l'impression d'un certain désordre, probablement difficilement lisible pour les familles et les proches, malgré nos communications nombreuses sur cette période. Et dans ce contexte, jamais il n'a été proposé aux établissements ou aux organismes gestionnaires de construire assez librement, dans une réflexion pluriprofessionnelle centrée sur le résident, des mesures de protection adaptées à nos situations et au contexte que l'on vivait. Pourtant, il me semble en tout cas, il nous a semblé que élaborer et proposer des mesures d'assouplissement des contraintes, ce sont des actes du prendre soin que nous mettons quotidiennement en œuvre. Tout à coup, nous ne pouvions plus le faire. Et ainsi, on a eu l'impression que standardiser ces approches niait d'une certaine façon la singularité et les besoins spécifiques des résidents. L'intelligence que l'équipe est capable d'exprimer, ce qu'on appelle intelligence collective, il me semble qu'elle existe dans les établissements et qu'elle aurait pu permettre de trouver des adaptations et des organisations, peut-être parfois plus adaptées aux résidents, au contexte local et aux ressources disponibles. Enfin, avant de conclure, pour ce sujet, il me semble aussi assez important de parler du confinement particulier des résidents déambulants. En effet, que dire du confinement en chambre à imposer à des résidents habitués à une circulation incessante dans les couloirs et les étages de l'établissement? Doit-on alors contenir et dans un projet d'établissement qui s'y oppose? Comment, alors même que le travail institutionnel se construit pour élaborer des stratégies d'évitement de la contention? Où est le sens? Comment rester alors porteur d'une vision, d'un projet que l'on semble piétiner pour rester en bonne santé à tout prix? Si la santé devient l'objectif ultime, toutes les démarches pour y arriver, même les plus contraignantes alors, deviennent justifiées, par conséquent acceptables. En revanche, si rester en bonne santé est le moyen d'accomplir des choses, de réaliser des projets, des rêves,
alors la santé n'est plus une fin en soi. Ce qui devient non négociable, ce qui devient prioritaire, c'est de me permettre, quel que soit mon âge, quelle que soit ma situation de santé, de réaliser mes projets, mes actions, les actions qui me tiennent à cœur. Pour finir donc, est-ce qu'en EHPAD, durant cette crise, l'équilibre entre qualité de vie et mesures de protection a été satisfaisant? Je crois que vous aurez compris que j'ai plutôt tendance à dire non. Aurait-il pu être meilleur? Pour le coup, là, ça reste quand même difficile à dire, car évidemment, l'impréparation et la soudaineté de la situation a certainement empêché la concertation nécessaire et l'évaluation des risques de façon partagée. À l'appui de nos retours d'expérience, devons-nous à nouveau demain protéger à tout prix ou accepter certains risques? Dès lors que l'on est en charge de l'hébergement ou de l'accueil de personnes, il nous faut revenir à l'essentiel, quelles que soient nos fonctions ou nos responsabilités. Qu'est-ce qui est important pour cette personne que j'accompagne à ce moment-là? Cela nécessite bien sûr de trouver là encore un équilibre entre intérêt individuel et collectivité. Mais ce n'est qu'en laissant un peu de cet espace d'expression et de concertation que nous pourrons collectivement, à mon avis, éviter les mesures qui ont pu parfois accentuer les vulnérabilités des résidents. Les équipes pourront alors tenter de construire une démarche proportionnée et adaptée à chaque personne et à son environnement pour protéger bien sûr les plus vulnérables, mais tout en restant également fidèle aux principes de respect et de dignité qui donnent sens à notre pratique. J'ai envie de conclure par « Je protège, donc il vit ». Prenez soin de vous. Merci infiniment Linda Gaillard-Tersin, c'était un témoignage extrêmement intéressant, je pense que je n'ai pas été la seule à le ressentir comme ça. On a bien mesuré votre engagement, vous, et celui de votre équipe, et je pense de tous les soignants qui ont été confrontés à cette crise dans les EHPAD, et puis l'arbitrage très difficile entre l'impératif sécuritaire et la préservation de la santé mentale et de la liberté de choix de ces résidents, qui est mise à mal avec la foule de protocoles que vous soulignez. Et puis aussi cette question qui est revenue dans ce sujet sur une forme de jacobinisme, de centralisme excessif en fait, de l'État, qui finalement a imposé les mêmes procédures à tout le monde. Et il aurait peut-être mieux fallu réfléchir à une marge de manœuvre, à laisser une marge de manœuvre supplémentaire aux établissements. Je pense que c'était extrêmement bien expliqué également. Nous allons maintenant terminer cette table ronde avec une grande figure de la médecine, le professeur Didier Sicard. Professeur Sicard, vous êtes souvent sollicité par et les pouvoirs publics et les médias pour la justesse de vos analyses et puis votre esprit de modération s'agissant d'un sujet aussi fondamental que l'éthique médicale. Vous êtes notamment l'auteur d'un rapport en 2012 sur la fin de vie qui vous avait été commandé par le président de l'époque, François Hollande. Et vous avez présidé pendant près de 10 ans le comité consultatif national d'éthique. Ces derniers temps, on vous a lu et entendu sur l'impact des trafics d'animaux dans l'apparition des pandémies. Vous allez évoquer avec nous aujourd'hui ce qui fait écho d'ailleurs à tout ce que l'on vient d'entendre, la douleur d'une fin de vie en confinement. Merci. Je succède à la parole précédente qui est d'une justesse totale, qui va absolument accompagner mon jugement, parce que au fond, moi, je ne travaille pas en EHPAD et que ce qu'on vient d'entendre témoigne de la vérité des acteurs. Ce moment de la fin de vie, quel que soit son âge, quel que soit son lieu, est toujours l'expression d'une solitude absolue. On meurt toujours seul. Malgré toutes les préparations, malgré tous les accompagnements, c'est le seul et unique moment de la vie totalement incommunicable. La seule liberté qui demeure est celle de la plus grande ou moins grande capacité à accepter, à affronter, en un mot, aider les vivants. Cette situation ne concerne évidemment pas les morts accidentelles ou criminels, où l'angoisse de l'absurde et la perte de sens submerge toute acceptation. Mais en EHPAD, la mort, elle est plus présente
là qu'ailleurs, même si elle concerne avant tout les autres et pas forcément soi-même. Elle est d'autant mieux acceptée que les rituels successifs concernant la mort des autres sont établis de façon à entretenir le respect absolu du fait que chaque mort reste singulière. Or, lors de la Covid-19, la disparition des rituels, l'interdiction absolue de visite verticale des proches et de la famille dans les EHPAD, la mort qui perd son étrange singularité pour devenir commune, l'extrême solitude, sans dernière relation possible, sans dernier message, sans main familière posée sur sa main comme un dernier lien, confère à cette mort un effroi inattendu, cruel et surtout irrattrapable. Toute société humaine, en effet, et c'est un lieu commun, éprouve à ce moment ou découvre la proximité des vivants et des morts. Comme me le disait une personne à Grenoble lors des réunions organisées dans le cadre du rapport sur la fin de vie dont vous veniez de parler, en 2012, cette personne disait, et ça me paraît fondamental, ce ne sont pas les vivants qui ferment les yeux des mourants, ce sont les mourants qui ouvrent les yeux des vivants. Nous mourrons tous un peu de la mort des autres. C'est donc une séparation doublement douloureuse pour celles et celui qui quitte ce monde et les proches, qui garderont toujours dans leur mémoire le lieu, qui garderont toute leur vie restante avant leur propre mort ce sentiment tragique d'un manque, qui éprouvent tous ceux qui ignorent le lieu de la mort de leurs proches, ces circonstances. Durant la Shoah, ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé dans les derniers moments, qu'ont-elles à leur penser à ce moment ultime, leur dire que je l'aime plus que tout au monde, comme une dernière prière. Je suis extrêmement sévère, bouleversé par la facilité, et je partage le sentiment de la personne précédente, avec laquelle cette rupture, cette brutale saisir liée à une attitude sécuritaire, liée à la pandémie, a été mise en œuvre à ce moment sans la moindre réflexion. D'autant plus que les mesures sécuritaires ont privilégié la vie au sens seulement biologique, physique du terme, en reléguant la vie relationnelle dans les limbes marginaux de l'existence. Le concept de bénéfice-risque dont vous veniez de parler prend ici toute sa valeur et aurait mérité une concertation individuelle avec les directions d'EHPAD, localisée au cas par cas, soit envisagée plutôt qu'une interdiction dont la portée symbolique considérable a été totalement écartée. Des initiatives telles que une pièce isolée adaptée sont proposées aux familles pour au moins se recueillir pour un dernier adieu. Les raisons sécuritaires qui s'imposent, bien sûr, devaient être appréciées à l'aune de ce qui fait société. Il fallait avant tout mobiliser tous les moyens pour que les soignants soient dépistés, car ce sont quand même eux qui ont contaminé beaucoup plus que les visiteurs, température à l'entrée, masque de tissu, recherche prioritaire de virus, appel au bénévolat, voire confinement efficace, comme cela a été dans le lieu de soins, comme cela a pu être ici avec des soignants extrêmement courageux qui ont vécu directement sans pouvoir ressortir. On ne peut pas le généraliser, mais ça a prouvé au fond la force des soignants dans les EHPAD. Au lieu de cela, une interdiction administrative qui est peu efficace et traumatisante de toute visite et même de recueillement auprès du corps mort et d'une violence relationnelle parfaitement inattendue. Mais elle confirme, et là je sors de l'EHPAD, elle confirme que la médecine est toujours très embarrassée par la mort, qu'elle juge comme un échec et non comme une fin naturelle. On ne meurt pas toujours de maladie, on meurt d'être vivant. Espérons que ces morts n'auront pas été inutiles, mais elles nous enseigneront qu'au-delà même des EHPAD, la mort n'est pas seulement un mauvais moment à passer, mais un moment solennel de notre humanité
ou de notre inhumanité. Merci. Professeur Sicard, on retiendra votre colère qui a été très bien exprimée sur finalement l'espèce d'inhumanité qui s'est expérimentée à l'occasion de cette crise dans les EHPAD. Et puis cette idée forte qu'on a privilégié la vie biologique. On a eu simplement une conception assez partielle, et peut-être partielle d'ailleurs, de la vie, en sous-estimant et en minimisant totalement sa dimension relationnelle. Je pense que c'est un point effectivement qui a eu de nombreuses conséquences, comme toutes celles que nous avons évoquées précédemment. Et puis je retiendrai cette phrase qui me semble assez magnifique. Ce ne sont pas les vivants qui ferment les yeux des mourants, mais les mourants qui ouvrent les yeux des vivants. Je pense que ça résume énormément de choses. Nous allons maintenant passer à la session de questions-débats à distance. Alors c'est un petit peu compliqué, donc je vous poserai les questions que nous avons reçues de nos internautes. Peut-être pour commencer et enchaîner sur ce que vous disiez, Corinne Pelluchon, puisque vous n'aviez peut-être pas eu l'occasion de terminer sur ce point-là. Vous disiez les questions que devaient se poser les soignants. Alors est-ce que vous pouvez nous préciser un peu quelles sont-elles ? C'est-à-dire que c'est d'ailleurs en écho à ce qu'ils viennent de dire, pour essayer de compenser cette vision administrative top-down qui est imposée souvent et qui étouffe le bon sens, qui nie le bon sens des soignants qui sont amenés à toujours donner une réponse contextualisée à une situation. Alors, je m'étais appuyée sur une grille qui existe, qui a été publiée, grille de panorama, et je l'ai un peu modifiée. La première, c'est pourquoi confine-t-on ? C'est comme lorsqu'on s'édate. Est-ce que c'est pour plus entendre les râles ou est-ce que c'est vraiment pour le malade? Pourquoi et pour qui confine-t-on? Et puis, chaque soignant, ai-je pris cette décision librement ou est-ce qu'elle m'a été imposée? Est-ce qu'elle est contraire à ce qui est au cœur de mon attestation, du fondement des valeurs qui donne un sens à mon travail, qui fait que je le fais bien et que j'ai encore envie de le faire? 3, ai-je pris le temps de la décision? Et est-ce que collectivement, dans l'unité de soins, on a pris le temps de la décision? 4, est-ce qu'on a considéré qu'elle pouvait être ajustable? Puisque ce qui est tout à fait frappant, et vous l'avez dit, Linda Gaillard, c'est que, bon, il y a des contraintes, mais que ça dure autant. Alors que l'éthique, c'est toujours, d'abord, c'est pas des principes comme ça, c'est éviter le mal d'abord et voir après, avec les personnes, comment faire au mieux. Et c'est toujours selon les circonstances, et la prudence a toujours un rapport au temps, ni trop longtemps, ni trop court, donc ça c'est vraiment important. Or ça, c'est vraiment là au cœur du problème. Et puis la dernière chose, c'est que dans des situations de conflit intérieur que vivent les soignants, liées justement à l'imposition de normes qui n'ont pas été suffisamment pensées, parce que c'était une crise qui a été quand même, qui a surgi, bon, en tout cas on n'était pas préparé. Il faut s'appuyer, je crois, sur ces émotions et essayer de voir, en les examinant, le contenu cognitif qu'elles recèlent pour voir si on est à l'aise avec telle ou telle décision et pour pouvoir l'exprimer, en évitant 2 écueils, le refoulement de ces émotions négatives qui fait qu'on est très mal après et ça sort par des comportements qui peuvent être préjudiciables à la qualité des soins, et l'autre écueil, c'est justement d'adhérer tellement à son émotion qu'on ne voit pas le chemin pour arriver à une solution qui doit être trouvée ensemble. Voilà. Donc moi, j'étais partie du fait que la manière dont ça a été géré, pour des raisons aussi liées à l'urgence, faisait qu'on avait, surtout en France, on a toujours ça, une vision technocratique, top-down, qui heurtait de plein fouet les soignants et que le seul recours était, comme je le crois de manière générale, l'autonomie, le bon sens, le jugement. Et effectivement, le problème, c'est que l'organisation des soins parfois ne permet pas l'expression de ce jugement, mais que quand même, il y a des poches de résistance et les gens arrivent à s'organiser. Là, ce que vous nous avez dit, Linda, qui est tout à fait fondamental, c'est qu'on ne vous a pas permis d'organiser vous-même ensemble l'appropriation de normes dont on sait bien qu'elles sont là pour éviter le pire, mais qu'après, chacun peut les amener. C'est ça l'éthique. Là, et ça pointe vraiment ce que dit Didier Sicard, c'est qu'on n'a pas l'intelligence de l'éthique, qui supposerait qu'il y ait des principes, c'est un niveau, des normes. L'État, il est là pour, effectivement, la sécurité, c'est le premier pilier, c'est la première finalité de l'État.
Mais après, il faut donner le droit aux acteurs. Il faut s'adresser à leur intelligence et leur donner le droit de s'approprier les normes pour les adapter de manière contextuelle. Et quand on ne fait pas ça, c'est qu'on n'a pas confiance dans les citoyens. Et ça, c'est très grave. Ce n'est pas une démocratie. Donc là, je pense que ça pointe, ce que je finissais là-dessus, l'idée qu'on n'a pas la maturité démocratique qui suppose cette articulation entre les différents niveaux, bien sûr les normes, les principes, bien sûr l'État qui a une visée sécuritaire, et je le comprends, mais la confiance dans les acteurs et cette déconcentration qui est essentielle et qui est liée aussi à l'intelligence collective, vous l'avez évidemment dit. Alors là, une question de ma part, comment concrètement ça aurait pu se passer? Parce que je vois bien le déficit, peut-être que les structures ne sont pas là pour permettre cette autonomie des établissements, mais on était dans une période de crise et elle va peut-être d'ailleurs se reproduire. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Qu'est-ce que l'État, les pouvoirs publics auraient dû devoir faire pour permettre cette réponse beaucoup plus autonome, individuelle au sens des établissements, face à tous ces enjeux? Est-ce que ça aurait été possible même de déconstruire finalement un mode de fonctionnement dans un moment de crise? Juste pour ne pas accaparer la parole, non. De fait, toute décision, il y a des normes, mais de fait, on ne devrait pas ôter aux citoyens le droit d'interpréter les normes, notamment qu'il y a des équipes de soins et les soignants, il y a des situations, si vous voulez, c'est comme dans tous les domaines, l'agriculture, il y a des normes, mais c'est toujours adapté aux milieux socio-géographiques. Or, là, je pense que nous souffrons en France d'une centralisation extrême et d'une vision souvent technocratique et d'une application technocratique des choses. Donc ça, mais de toute façon, je pense que par exemple en Allemagne, qui est un pays beaucoup moins centralisé, il y a une culture de l'autonomie et on laisse plus de place à l'autonomie des citoyens et à l'expérimentation, mais dans tous les domaines. Donc là, je crois, et moi j'y suis très sensible à ce problème-là, qui est vraiment un problème démocratique en France. On peut peut-être juste rebondir sur cet aspect-là. Est-ce que l'un d'entre vous, autour de cette table ronde, veut commenter? Professeur Sicard? Oui. Au fond, ça frappe. Nous sommes le pays d'Europe où la tutelle administrative est la plus lourde par rapport à des pays européens. Et moi, je suis frappé de voir d'ailleurs que dès l'arrêt du confinement, immédiatement, l'administration a repris le pouvoir. J'ai vu un chirurgien à qui l'administration leur a dit « on va vérifier que vous opérez peut-être pas assez vite, il faudrait quand même augmenter votre productivité ». Et au fond, le poids administratif des ARS qui, au lieu d'être directement dans les services au contact de la réalité, finit par s'enfermer dans un monde purement virtuel, est une tragédie en France. Et je pense que s'il y avait une leçon à tirer de cette situation, ça serait de remettre en cause des tutelles administratives qui ont leur fonction, qui ont leur utilité économique, mais qui ont un poids et qui finissent par déresponsabiliser et à faire perdre, au fond, le sens même de ce métier. J'étais frappé de voir le nombre de soignants qui, durant ce métier, ont été heureux de travailler. Je ne parle pas dans les EHPAD, parce que les EHPAD ont été un moment très douloureux pour le personnel soignant. Mais dans les services, le fait de retrouver une autonomie par rapport à l'administration leur a donné le plein sens de leur métier. Et là, je trouve qu'il y a, au fond, remettre une autonomie à chaque établissement pour trouver la meilleure solution, chacun avec ses capacités intellectuelles, personnelles, son sens de l'autre, la disponibilité des soignants, faire venir éventuellement des personnes bénévoles, trouver des solutions que d'autres n'auront pas. Et je trouve que faire la même chose à Dunkerque et à Bordeaux ou à Marseille, c'est absurde. Et je trouve que là, il y a une leçon, comme le disait Corinne, de démocratie au sens individuel du terme qui devrait être entièrement repensée. Et les EHPAD sont peut-être la cristallisation de cette situation douloureuse et cruelle. Oui, Pierre-Henri? Ah, on ne vous entend pas. Il faut que vous ouvriez votre micro. Pardon, je ne vous ai pas rappelé cela à vous tous. Oui, j'apporterai une petite nuance sur cette question, tout en partageant effectivement le diagnostic sur le poids administratif. C'est que j'ai apprécié dans ce que disait Lina Gaillard le fait que, bon, on ne sort pas de cette expérience avec un sentiment d'avoir
réussi, très clairement. Hein. Et en même temps, vous posiez la question tout à l'heure de dire est-ce qu'on aurait pu faire mieux et vous aviez à ce propos un peu de doute aussi. Je trouve que ça c'est très intéressant parce que, comment dire, nous étions au départ de la crise dans une situation d'insouciance absolue. Et l'administration, que je critique beaucoup par ailleurs, a eu un rôle de dramatisation de la situation qui rétrospectivement n'était pas absolument néfaste. Parce que, je veux dire, le point sur lequel, à l'égard de cette crise, nous avons vraiment failli, c'est que nous avons regardé la Chine, notamment, avec une condescendance absolue. C'est-à-dire que nous étions convaincus que ça n'allait pas nous arriver. Et que, quand c'est arrivé, il a fallu effectivement dramatiser à outrance et effectivement en faisant en sorte que les carcans jouent leur rôle. Qu'ils aient été excessifs, j'en ai bien conscience, mais ce que je veux ainsi dire par là, c'est qu'il y a eu un moment assez tragique dans cette situation où il fallait dramatiser. Pour dramatiser, il fallait poser des interdits extrêmement stricts et que effectivement ces interdits extrêmement stricts se payaient du prix extrêmement lourd de la perte d'autonomie des acteurs qui sont au plus proches. Moi, j'aurais une question à vous poser, Alinda, sur vous avez noté des injonctions contradictoires. Donc ça, je pense que c'était, du point de vue de l'administration, ça, à mon avis, c'est la chose la pire. C'est qu'on est en train de faire des choses, essayer de sauver les meubles, etc., et d'agir sur le plan, et on est face à une administration qui impose des règles extrêmement rigides, mais qui en plus impose des règles contradictoires. Est-ce que vous auriez quelques exemples, enfin, ou un exemple, un ou deux exemples de ces règles contradictoires qui vous ont, alors même que vous engagez vos équipes dans une direction, vous ont un peu bloqué? Alors, par exemple, la contradiction, elle pouvait venir sur les éléments qui pouvaient être annoncés au niveau télévisé, donc avec une diffusion très très large. Et la contradiction venant ensuite au niveau local, par exemple des ARS, notamment sur la réouverture des visites en EHPAD. J'ai été un peu moins touchée, mais de nombreux collègues ont pu témoigner de l'arrivée, parfois en nombre, de certaines familles dès le lundi suivant l'annonce, ayant entendu cette information, voilà, qui ensuite se trouvait déclinée différemment, puisqu'on est quand même resté dans quelque chose de contraignant, avec des prises de visite. Certains établissements ont même pu mettre 8 à 10 jours pour se doter de séparation vitrée ou de choses comme celle-là. Donc voilà, là on se voyait d'un côté avec l'idée de réouverture et en même temps communiquer par notre tutelle habituelle quelque chose de beaucoup moins ouvert et de toujours quand même relativement restrictif. Donc voilà, ça en étant assez criant et qui a pu quand même mettre aussi en difficulté. Si je peux revenir, alors en tout cas, vous écouter me fait beaucoup de bien, je tiens à le dire aussi, parce que voilà, on a effectivement été quand même aussi assez isolés et avec des consignes à traiter au niveau des établissements. Faire partie d'un grand réseau comme Partage et Vie, c'est aussi très aidant, donc je tiens à le souligner aussi ici. Mais j'aurais énormément aimé, et c'est le fait aussi de partager cette table ronde avec vous qui me fait avancer aussi dans cette idée, qu'un comité de concertation qui aurait pu trouver une dimension beaucoup plus proche au niveau géographique, au niveau voilà, du contexte même épidémique ou des situations de ressources humaines. On sait qu'on trouve sur certains secteurs beaucoup plus facilement des soignants que sur d'autres, et que du coup, ce comité, pas seulement administratif, pas seulement de directions diverses, il aurait gagné en étant vraiment pluriel avec des acteurs un peu comme les comités éthiques, finalement, de tout horizon, avec la possibilité d'ouvrir justement un peu plus notre horizon. Et de construire, encore une fois, parce qu'on en a un peu l'habitude, une réponse à l'appui de recommandations ou de consignes. On fait ça habituellement, la NESM, la HAS ensuite, voilà, nous guide aussi dans des dispositions pour notre activité, mais encore une fois, j'ai entendu la possibilité d'interprétation et la possibilité de traiter en fonction, encore une fois, de nos possibilités, ça nous a été retiré à ce moment-là. C'est une question pour vous, Linda, de Delphine. Comment cette crise a transformé les soignants et finalement, qu'est-ce qui a été le plus positif à retenir? On a beaucoup insisté sur les limites auxquelles vous avez été confrontés. Alors, déjà pour vous dire, moi je souligne, et je pense qu'on serait nombreux parmi les directeurs,
la créativité, la solidité même physique et mentale d'un grand nombre des professionnels que l'on compte parmi nos équipes, parce qu'il fallait quand même être bien en place pour affronter de cette situation, parfois même simplement oser venir travailler quand il y a eu une période particulièrement anxiogène. Donc, en réalité, assez vite, l'équipe a essayé de positiver les choses, vous l'avez entendu, en renouvelant et en se réinventant aussi un peu sur sa pratique. Les activités que j'ai pu citer ne sont pas du tout classiques. Moi, j'ai vu des soignants être les jambes, en fait, des familles pour déplacer des tablettes, faire vivre des moments de rencontre avec un outil assez peu classique de nos relations humaines et de nos liens. Donc, elles ont aussi inventé beaucoup de nouvelles formes d'activités. Et puis, surtout, elles ont essayé de voir sur certains petits aspects de ces situations de confinement ce qui a pu être bénéfique pour certains. Parce qu'on a quand même pu voir, selon les difficultés ou les troubles de certains, un intérêt à s'extraire d'un collectif sur des temps repas, un intérêt parfois à peut-être avoir des relations plus régulières, dématérialisées que simplement une visite mensuelle ou trimestrielle en famille. Donc de se dire peut-être aussi que de cette expérience, en regardant ça avec un œil aussi intéressé du positif, qu'est-ce qu'on va peut-être de façon assez millimétrée, conserver en tout cas dans une façon de faire. En dehors de cette situation-là, on n'aurait certainement pas trouvé facilement ou qu'on ne serait peut-être pas du tout allé chercher ou essayer. Voilà. Donc il y a eu aussi cette ouverture d'esprit qui est apparue très forte. Et puis ça soude une équipe, vraiment voilà, il y a eu aussi quelque chose de très solidaire dans ce qui a été vécu et j'ai l'impression que l'équipe là est assez contente d'avoir tenu et de s'être soutenue aussi entre elles. Voilà, donc, je pense qu'il y a cet effet positif. Et encore une question peut-être pour vous, parce qu'elle est assez pratique. Pierre-Henri Tavoyot disait respecter l'adulte. Et je crois que c'était vous, Pierre-Henri, ou si je me trompe peut-être, mais respecter toujours l'adulte et la personne en fait qu'elle a été. Comment concrètement les équipes en EHPAD font-elles pour essayer de garder cet horizon-là à l'esprit ? Alors ça, concrètement, c'est quelque chose qui est dans la pratique courante. Et alors déjà, à commencer par ne pas penser à la place de l'autre, ne pas faire à sa place parce que, voilà, au-delà de l'autonomie psychique et des capacités qui peuvent rester, parfois l'incapacité physique peut amener aussi à ça. Donc c'est vraiment de laisser sa place à l'autre. Moi aussi, j'ai souvent entendu le terme repris de capacité. Donc, c'est aussi de réussir à faire ensemble et à continuer de faire ensemble, même si aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faudrait que je fasse plus. Et ben non, c'est des fois de réussir à se dire ce que je fais là, au regard de ce que cette personne me montre et me fait comprendre, eh bien, c'est aussi la respecter en tant qu'adulte, de peut-être pas aller plus loin, de pas me dire, bah là, ce serait mieux pour elle que l'on fasse comme ça. Ben non, il lui semble peut-être que ça, c'est suffisant. Moi, ça me paraît pas suffisant, mais j'accepte que ça le soit pour elle aussi. Alors, une question, je ne sais pas, alors là, précisément pour qui, d'Anna. Tous les EHPAD ont-ils actuellement la maturité, les ressources et les compétences nécessaires pour être autonomes vis-à-vis du poids administratif de l'État dans ce genre de situation? Ça recoupe notre conversation de tout à l'heure. Je ne sais pas qui veut répondre. Corinne? Je dirais que ça a été dit plusieurs fois par tous, et notamment par Linda Gallard, c'est que le soin suppose l'autonomie, puisqu'à chaque fois, il faut répondre de manière singulière à une situation souvent imprévisible, et que les angles, comme disait Aristote, ne sont pas droits. C'est pas avec une personne, et en particulier avec une personne souffrant, comme on dit, de déficit cognitif. Mais excusez-moi, les mots vont pas, puisque les capacités, on l'a dit plusieurs fois, sont multiples et ne se perdent pas tout en même temps, etc. Moi, je dirais que le mot qui a été prononcé tout à l'heure, créativité, je mettrais aussi imagination, mais aussi confiance, c'est essentiel. C'est-à-dire que si les personnes n'ont pas confiance en elles-mêmes, un minimum, pour à la fois savoir qu'elles sont devant quelque chose qui leur échappe toujours, mais qu'elles ont confiance en leurs ressources,
en leur bon sens pour apprécier une situation et voir quel moyen adapté, proportionné correspond aux besoins de la personne à ce moment-là, eh bien, si on ne s'appuie pas sur cette intelligence-là, il n'y a pas de soin. Il n'y a que, dans ce cas, il vaut mieux travailler dans une banque. Il ne faut pas travailler dans le soin. Donc, alors après, le gros problème, c'est qu'effectivement, il faut que les organisations, les équipes, donc les EHPAD, rendent possible ce dialogue, parfois, entre les soignants, afin qu'ils puissent partager leur expérience et profiter les uns des autres, et de leur savoir, et de la conscience de ce qui manque. Donc ça, effectivement, il faut du temps pour ça. Il faut aussi de la confiance en eux. Il faut aussi leurs besoins de soins soient comblés pour que justement ils aient cette disponibilité permettant d'accompagner une personne et d'essayer d'aller la chercher là où elle est et de trouver quelque chose qui puisse lui correspondre, encore une fois, à ce moment-là. L'imagination est centrale. Mais moi, je dirais que vraiment, le grand défi, et c'est dans toute la société française, je trouve, c'est qu'on ne fait pas tellement confiance aux acteurs. Nous, enseignants, et je regarde là Pierre-Henri Tavoyeux, parfois on nous demande des choses et on nous demande de prouver, on ne nous fait pas confiance. Or, le fait de ne pas faire confiance aux acteurs les dépossède, leur fait croire qu'ils ne peuvent pas, les rendre serviles, et aussi fait que certains sont toujours dans la contestation. Il n'y a pas de délibération. Là, je viens de peindre à grands traits un petit peu les problèmes de notre pays, mais moi, je crois que la confiance dans les acteurs, pour accompagner une personne en situation de dépendance et aller chercher cette autonomie dont je parlais, cette capacité à évaluer la personne, même atteinte de déficit, il faut être autonome. Sans autonomie, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de soins, il n'y a rien. Alors, c'est une autonomie, j'en parlais, qui est attestation, une certitude qui est fragile, il y a une fragilité du bien. Dans l'éthique, c'est pas le bien, c'est souvent le meilleur ou le moins mauvais. Moi, je crois plutôt qu'il faut savoir d'abord ce qu'il faut éviter pour essayer d'inventer une solution, mais sans autonomie, il n'y a rien. Voilà. Alors, une question d'un médecin coordonnateur, Éric Lumalet. Est-ce que le modèle actuel des EHPAD est encore satisfaisant dans ce nouveau contexte sanitaire, puisque le risque cesse d'être individuel pour devenir collectif et qu'il prend en otage l'ensemble des résidents? Qui veut répondre? Professeur Sicard. Oui, je crois que c'est pas tellement la réorganisation, il y a une question qui est toujours un peu sous-jacente, qui est la capacité de transmission d'une maladie infectieuse par les soignants eux-mêmes. J'étais frappé de voir la difficulté que l'on a dans les hôpitaux à ce que les médecins, les infirmières, les soignants se vaccinent contre la grippe. En fait, comme si elles étaient débarrassées, ces personnes, du risque. Et que le paradoxe de cette pandémie, c'est que la majorité des personnes n'ont aucun symptôme. Et par conséquent, on ne peut pas imaginer qu'elles sont contaminantes. Donc, la grande question, c'est de considérer qu'un soignant est en même temps un transmetteur de virus et qu'on aurait pu imaginer qu'il est plus prioritaire pour la détection de virus. Il n'y avait pas de raison de les écarter du dépistage généralisé chez les soignants. Et dans ce domaine, je pense qu'il y a un progrès à faire dans une épidémie de grippe qui arrivera, et bien que la vaccination antigrippale ne soit un caractère obligatoire, éthiquement obligatoire, et non pas laissé au vœu de chacun. Mais on ne va pas réorganiser, ou alors il faudrait, les EHPAD, elles ont besoin effectivement d'avoir beaucoup plus d'infirmières, beaucoup plus d'aides-soignants, beaucoup plus de personnel. Je crois qu'en France, on est déficitaire dans ce domaine, mais je pense que le modèle lui-même ne peut pas être entièrement revu. Mais je crois qu'il y a des questions de ressources humaines à augmenter, et c'est un problème fondamental, et aussi que les soignants se considèrent comme porteurs éventuellement de contamination. Je pense que là, il y a une responsabilité pour le futur à envisager. Mmh. Ce qui est intéressant effectivement dans ce débat, c'est pas simplement une question de moyens, hein, on le voit bien. C'est quand même une question de fonctionnement et finalement de démarche d'approche, quoi. Donc ce qui permet de mettre un terme parfois à certaines polémiques et finalement à placer le projecteur sur les véritables enjeux. Peut-être pour finir, une vaste question. Linda nous a dit que la crise avait privé certains résidents de moments précieux. Donc Delphine s'adresse à vous tous. Peut-on rattraper le temps perdu en fin de vie? Bon, c'est une très large question, mais
Je trouve qu'elle permet de terminer en beauté. Pierre-Henri Tavoyot. Pardon. Ah, vous avez disparu. Je crois que Carl l'a très bien dit, c'est un temps irrattrapable. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a une dimension éminemment tragique que de perdre ce temps et de laisser partir ce temps définitivement. Donc c'est quelque chose là pour le coup, de vraiment tragique. Tragique, c'est quand il n'y a pas de réconciliation possible. Donc ça, c'est la version très négative de cette expérience que nous venons de vivre. Il y a quelque chose d'irrémédiablement perdu que nous avons vécu. Si j'insiste sur un côté plus positif, j'étais là aussi sensible à ce que disait Linda Gaillard tout à l'heure sur le fait que ça soude une équipe. C'est comme dans les matchs de foot, si je puis dire, il y a toujours un match de référence, qui n'est pas forcément d'ailleurs un match de victoire, ça peut être un match de défaite, mais où à un moment donné, les choses ont été vraiment ont été là. Et je trouve que aujourd'hui, la réflexion sur les EHPAD, et ça c'est un point qui doit être vu avec beaucoup d'optimisme aujourd'hui. On a de quoi être optimiste aujourd'hui parce que même si la réalité n'est pas à la hauteur de nos idées, les idées sont en train vraiment d'être échangées. Nous en sommes la preuve ici. Le travail intellectuel, le travail éthique, le travail est ultra créatif. Vraiment, je suis moi impressionné sur le fait que dans tous les acteurs du soin et du soin au grand âge, tout le monde se pose des questions, tout le monde cherche, tout le monde réfléchit. Et ça, c'est un point, encore une fois, on n'a pas les solutions, mais le chemin de réflexion vers les solutions est déjà quelque chose d'absolument formidable. Nous nous posons des questions, nous avons conscience de nos failles et nous nous donnons les moyens d'identifier au quotidien ces failles. Je crois qu'effectivement les pistes d'analyse de pratique et cette crise est un moment formidable pour y réfléchir, sont vraiment des pistes très 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 intéressantes et de ce point de vue-là, j'ai confiance parce que l'échange est là. Voilà, l'échange d'idées est là et la créativité est là. Merci beaucoup à tous les quatre pour avoir participé à cette table ronde. Merci aux internautes qui ont posé leurs questions et puis je les invite à continuer à le faire tout au long de cette journée parce que ça nourrit vraiment les échanges et c'est assez passionnant. Nous allons enchaîner avec une autre table ronde dans quelques instants qui est intitulée « Comment vivre en se touchant moins ». Évidemment, c'est une évocation de la difficulté que nous avons aujourd'hui à rentrer en contact et cette fameuse distanciation sociale qui est particulièrement problématique pour les EHPAD. Et autour de cette table virtuelle, nous retrouverons Claude Jandel, Claudine Tiercelin, une autre philosophe, Alain Cordier, Monique Cantos-Perber et Hakim Belkacem, qui lui travaille dans un EHPAD. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Merci.